Mesdames, Messieurs, je vous laisse avec nos meilleurs moments de l'année 2020. À notre émission de cette semaine, nous mettons le cap sur la musique. Question de vous détendre, question de vous mettre de bonne humeur. On parle beaucoup de cette maladie, de ce virus qui circule un peu par-ci, par-là et dans tout le monde. Vraiment, je vis ça. Je vis ça un peu comme tout le monde. Vraiment, je suis à la maison, ils ne sont pas. Mais je joue beaucoup. J'essaie de créer. J'essaie de créer. Et puis moi, je suis aussi en famille. Tu sais, on n'avait pas beaucoup de temps. Hein. On était tous dans les shows et on courait partout. Et bien, parce que je ne dis pas que c'est bon, mais dans un côté, je passe plus de temps en famille, en fait. Voilà. Tous les médias en parlent, y compris les réseaux sociaux. On a fait un petit peu le tour des réseaux sociaux. Évidemment, même sur le continent africain, on parle beaucoup du coronavirus. Est-ce que ça ne vous a pas fait peur, du moins dans les premiers moments, dans les premiers temps? Comment est-ce que vous avez réagi? Vous qui êtes mère de famille, qui avez 3 enfants. Oui, tout à fait. En plus, c'est ça, comme j'habite en partie avec mon père qui est quand même assez âgé, donc j'ai des jeunes enfants et j'ai également mon père qui est dans plus de 80 ans. Donc, j'étais pas inquiète, mais j'étais concernée. J'étais un peu consciente du problème. En même temps, ça me semblait très loin, comme ça ne se passait pas chez nous, quand ça a commencé, je parle évidemment. Il y a quelques mois, moi, je travaillais encore, je volais encore. Eh bien, puisqu'on est en confinement, on va vous présenter, n'est-ce pas, quelques artistes africains. Du moins, dans cette émission, on a déjà cette occasion de vous présenter, de vous montrer cette variété, n'est-ce pas, musicale que notre continent a emmenée ici avec l'immigration. Jamana komewa aguma aritisu komewa no aritisu be mogo nyananga jamano hanana nyanage ni la kopeki nyanage Mo sanji kagaboga. On va parler naturellement de la question du coronavirus. Comment ça se passe dans leur monde? Ces gens-là ont des familles, vous savez, ils ont des familles qui sont sur le continent et ils vont aussi nous parler de cette réalité africaine, en fait, dans leur pays. Comment ça se passe chez eux? On est né libre, là, on sort, on fait tout ce qu'on veut là, dans la vie. Là. Mais là, on est confronté dans une situation qui est vraiment extraordinaire et puis quelque chose. Là. Donc, moi, je le vis, ça va bien. Je te dirais que je passe ma journée chez moi et faire de la composition. Parce que moi, c'est ça, là. Surtout la nuit là, que je vis. Là. Moi, le jour, là, ça va. Mais la nuit, là, toutes mes inspirations, là, ça me parle. Nous parlons naturellement du coronavirus. Comme vous le savez, c'est le sujet d'actualité où tout le monde parle. Évidemment, on est tous confinés, donc on veut savoir ce qui se passe. À l'émission, on s'est dit, pourquoi ne pas aller quand même frapper aux portes de différents Africains et voir un petit peu comment est-ce que les gens se débrouillent, comment est-ce que les Africains se débrouillent durant cette période de coronavirus où, comme vous le savez, c'est pratiquement le monde entier qui est confiné. Quand on parle avec les gens qui sont un peu partout dans le monde via les réseaux sociaux, on constate que c'est pratiquement les mêmes politiques. Ailleurs même, il y a des pays où les gens sont obligés de porter les masques. Sans cela, la police vous tombe dessus, vous aurez une contravention. À notre émission de la semaine, nous recevons M. Pablo Rodriguez, je le suis ici, il est le leader à la Chambre des communes, en fait pour le gouvernement fédéral, le gouvernement libéral. Il est également le lieutenant au niveau du Québec. Nous parlons avec lui de la situation actuelle, en fait, nous parlons avec lui justement des actions gouvernementales durant cette période donc, de pandémie. Donc on parle donc de ce virus qui fait mal et qui fait peur et qui tue. Je tiens à remercier ces hommes et ces femmes-là qui sont entraînés pour toute autre chose. Je disais l'autre jour
une entrevue avec un membre des Forces armées, puis qui disait, écoute, moi, je suis entraîné pour conduire un tank. Et aujourd'hui, je peigne des cheveux. Et je suis heureux parce que je sens que je fais le bien, je fais une différence. Et c'est la réalité pour chacun de nos soldats qui sont là. Ils ont été effectivement entraînés pour d'autres choses, mais ils ont été redéployés. Ils ont reçu une formation qui leur permet de bien travailler dans un contexte où ils doivent manipuler des gens qui sont malades, ils doivent les aider à se nettoyer, préparer de la nourriture, enfin, un paquet de trucs pour lesquels il n'y avait pas nécessairement d'entraînement. Ils ont reçu cet entraînement avant d'aller au CHSLD. Et là, vous avez à peu près 1000 soldats à l'intérieur des CHSLD. Ils sont appuyés par à peu près 400 autres soldats qui, eux, sont l'appui logistique. Donc, il y a au total 1400 membres des Forces armées au Québec. 1000 à l'intérieur du CHSLD et 400 en appui logistique, transport de médicaments, transport d'équipements de protection et ainsi de suite. On enchaîne en deuxième partie de cette émission avec un artiste en fait qui vit aux États-Unis. Il est originaire de la Côte d'Ivoire, General Jaffery. On va parler avec lui également de cette réalité, le fait d'être noir aux États-Unis. Oui, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un constat qui est là, qui est effectif. Déjà, les Black Americans hier qui sont venus par la force, aujourd'hui se sentent un peu stigmatisés dans leur coin. Ils sont dans leur coin, ils pensent que nous, les Africains qui venons, nous sommes en complicité avec les Blancs pour être contre eux. Ah bon? Et parfois on est mal vu parce qu'ils pensent que ils pensent qu'on est trop respectueux vis-à-vis du blanc. Ils pensent qu'on accepte tout ce que le blanc dit. Ils pensent qu'on accepte de travailler avec les blancs. On accepte de se marier avec les blanches et avec les blancs. Donc, pour eux... Ils n'aiment pas ça? Ils n'aiment pas ça? Non, c'est mal vu pour eux. Parce que ici, le fait de se marier avec une femme blanche. Le fait de se marier avec une femme blanche américaine aux États-Unis, c'est mal vu par les African Americans? Pourquoi? Exactement. Parce qu'ils se disent que ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Ce n'est pas seulement aussi de leur côté. Même les Blancs racistes pensent que leur sœur ne devait pas se marier avec un Africain venu de l'Afrique. Et donc, c'est des deux côtés que ça se voit. Il y a des Américains noirs ici qui ne vont jamais accepter de voir un Africain avec une blanche. Quand ils voient ça, ils sont carrément énervés et si tu ne fais pas attention, ils peuvent te porter main pour cela. Et à ce point-là, c'est du côté aussi. C'est du côté des... Exactement. Nous parlons de la situation en fait du coronavirus en France. Nous parlons de la situation de la discrimination raciale en France. Nous parlons également de la vie de la diaspora. Selon NetSol, on parle ici de plusieurs diasporas en France comme telle. En fait, on parle de la réalité de ce qu'on appelle les étrangers ou en fait les immigrants en France. Et bien sûr, on parle de musique. Bon, je pense que 1968, NetSol n'était pas encore né. Je vous fais vieillir. Je vous fais vieillir là. Je vous fais vieillir. Bon, en fait, je pense que les époques ont changé, il faut le dire. C'est vrai que pendant longtemps, les étrangers, ceux qu'on appelle communément les immigrés, ont été confinés en banlieue. Mais je pense aussi qu'il faut reconnaître que depuis une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, les choses ont commencé à sortir. Les étrangers, voilà, ceux qu'on appelle les immigrés, sont un peu partout. Ils sont en plein Paris. Et les choses ont commencé à changer. Ça, il faut le reconnaître. Les étrangers sont en plein Paris. C'est vrai que beaucoup sont encore dans les banlieues. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'étrangers que nous voyons dans la ville même de Paris. Et cela a même fait dire à... Ça, je vous envoie un peu plus loin. Ce qui a fait dire à Jean-Marie Le Pen, je pense que vous le connaissez, le papa de Marine Le Pen, le parti nationaliste de France. Et son père a dit, d'après... Ça, c'est, je veux dire, le fait de la rumeur, je ne sais pas si c'est vérifié, mais son père aurait dit comme ça que quand vous êtes à Paris aujourd'hui,
vous avez l'impression d'être dans une capitale africaine, tellement on voit les Arabes, les Africains, voilà, donc pour dire que voilà, les réalités ont changé, et nous sommes un peu partout, voilà. Ici, on va parler de la discrimination raciale. Vous avez suivi, comme nous tous, le développement des statuts, un peu par-ci, par-là, tout ce qui pouvait nous rappeler un peu l'esclavagisme, pour ne pas dire le colonialisme aussi, sur le continent. En Belgique, comment ça se passe chez vous à Namur? Pas seulement à Namur, mais un peu partout dans le pays. Je pense que les avis sont partagés. Mais moi, je pense que la majorité de la population belge assume vraiment ce qui s'est passé. J'ai déjà entendu plein de personnes dire oui, on n'a pas à effacer l'histoire, mais personne ne demande aux Occidentaux d'effacer leur histoire. Tout comme on ne peut pas effacer l'histoire d'Hitler, mais en même temps, on ne peut pas accepter, les Européens et principalement les Juifs ne vont pas accepter qu'on érige des statues à la gloire d'Hitler. On ne va pas effacer l'Holocauste, mais en même temps, il ne faut pas rendre gloire à ces gens qui ont commis ces atrocités. Et donc, je pense que c'est la... Je suis d'accord avec vous. Il y a Auschwitz, qui est toujours là, et où le public peut aller visiter les camps de concentration nazis. On n'a pas démoli ces camps parce qu'on voulait permettre au monde entier de voir ces endroits terribles, affreux. Ça n'est pas faire, comment dirais-je, la promotion ni la gloire du nazisme comme tel. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Ben, je pense que c'est pas comparable. Ces statuts, par exemple, de Léopold II en Belgique, qui a commis des atrocités en Belgique, c'est pas comparable à Auschwitz, par exemple, parce que Auschwitz, c'est un lieu. Or, les statuts, ce sont des statuts qui ont été créés, érigés à la gloire des gens qui ont commis des atrocités. Donc, c'est deux choses différentes. C'est comme dire, oui, comment Christophe Colomb a commis des atrocités aux États-Unis. Et donc, on peut considérer le lieu États-Unis comme on peut comparer ce lieu États-Unis à Auschwitz, par exemple. Donc, ce sont deux lieux où des atrocités se sont produites. Maintenant, ériger des statues à la gloire de Christophe Colomb qui aurait commis des atrocités, c'est ça qui choque. Nuit d'Afrique de Montréal, on aura bientôt Mme Myriam Fému qui va nous présenter la programmation. Toujours est-il que la musique africaine, en fait, les musiques africaines explosent à Montréal depuis déjà de très nombreuses années. On peut se rappeler de l'année 87 où, en fait, le festival Nuit d'Afrique prenait naissance à Montréal sur la rue Saint-Laurent. Aujourd'hui, ça fait déjà 34 ans. Ça passe très vite. Donc, on va parler avec lui de cette expérience-là et il nous parle aussi de la situation du coronavirus à Montréal, mais dans son pays d'origine, le Burkina Faso, donc le pays des hommes intègres. Burkina Faso, aujourd'hui, on parle de la période de coronavirus. Vous avez quand même de la famille sur place, vous avez des amis qui sont là. Dites-moi sincèrement, comment ça va là-bas au Burkina Faso? Oui, je vois, j'appelle des amis, j'appelle la famille, ils ne sont pas stressés comme ici à Montréal. Ils ne sont pas stressés. Les gens ne respectent pas les mesures barrières. On les a vus à la télé, même quand ils postent des photos sur Facebook. Et même le gouvernement a fait un événement et il n'y avait pas de mesures barrières. Donc, toute la population a exigé, bon, si le gouvernement même fait une activité sans les mesures barrières, donc ils ne sont pas obligés de respecter ça. Donc, les gens ne respectent pas les mesures barrières comme ici, mais par contre, dans les zones internationales comme l'aéroport, les mesures barrières sont très, très strictes. Donc, si tu rentres au Burkina, tu n'as pas ton test de Covid, tu risques de payer là-bas ou d'être rapatrié. Dites-moi, est-ce que la population, est-ce que les gens croient-ils réellement à cette pandémie comme ici? Moi, ma question, c'est quand on pose la question à tout le monde, nous, on dit que ça existe. Mais eux, ils n'ont jamais vu quelqu'un qui a été infecté. Ils ne connaissent personne qui a été infecté de cette maladie. Au Burkina Faso. Ça peut être un truc comme les gens ont de se dénoncer.
C'est comme le gouvernement quand le sida est rentré en Afrique. Donc le sida, c'était comme une maladie de honte. À notre émission d'aujourd'hui, nous mettons le cap sur la destruction des monuments qui ont lieu un peu partout au travers la planète, en commençant par Montréal. Vous avez suivi, comme moi, la destruction du monument de l'ancien Premier ministre J.A. McDonald. La place publique doit être réappropriée d'une autre manière. On a parlé de l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne a gardé les endroits intacts et ça a servi comme un lieu d'apprentissage et que les gens peuvent aller voir pour apprendre quelque chose. Mais les statues qui restent là, surtout avec des personnes qui ont un passé, par exemple, on parle de McDonald qui ne voulait rien savoir des Métis, les Premières Nations, et qui avait exclu les autres. Alors les gens, ils vivent encore cette situation-là et ils voient sur le lieu public une personne, un statut qui représente encore les mêmes forces contre lesquelles... Oh, mais il était quand même le père de la Confédération canadienne, quand même. Il a été le premier ministre, le père de la Confédération canadienne, quand même. On lui doit ce fameux respect, quand même, non? Bon, ce que le public demande aussi, ce n'est pas les détruire totalement, mais prends ces statues-là, mets-les dans un musée où les gens peuvent aller apprendre quelque chose. Il faut contextualiser la présence de ces personnes-là dans la société. Sinon, on ne va rien apprendre, on va toujours continuer à glorifier les mêmes personnes qui ont causé beaucoup de tort aux autres. Et par la suite, on va dire aussi c'est la réticence au changement. Et nous mettons l'accent sur la situation des personnes âgées, la réalité des personnes âgées en période de coronavirus. Ça me choque. Ça me choque énormément parce que je pense que dans les CHSLD, on aurait pu prendre plus de soin de ces gens âgés. Mais malheureusement, quelque part, ce n'était pas le cas dès le début. On aurait pu faire beaucoup, mais c'est ainsi. C'est pourquoi moi je dis, pour moi, les CHSLD, c'est pour des gens qui sont vraiment malades. Au moins, les gens restent chez eux, dans leur coin, chez eux, avec leur famille. Et comme ça, ils n'auront pas de problème parce que je les vois dans tous les centres d'achat et sur des